lutte, le catch, notre passion. WWF, WCW, TOW, TNA, Impact Wrestling. Ici Marc Blondin, bienvenue dans l'univers du CIM. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire. Ici Jean-François Kelly, la légende vivante, animateur du CIM. Ici l'incroyable Handsome GF, animateur du CIM. Nous sommes CIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. À l'approche des fêtes, le monde de Monsieur Fun est disponible pour votre party de Noël. Animateurs, DJ, thématiques et plus. Visitez monsieurfun.com, mfun.com ou le 1-800-665-3386. Le monde de Monsieur Fun vous dit joyeuses fêtes d'avance. Joyeuse fête, Marc. Je savais que t'étais pour dire ça. T'as oublié le mot d'avance. D'avance. Écoute, d'avance, on est quand même le 28 novembre. Ça veut dire quoi, ça, Marc? Ça veut dire qu'il reste moins de 30 jours avant Noël. Oui. Et un an aujourd'hui que ma belle-maman nous a quittés, le 28 novembre. Le 28? Ouais. Non, ça, c'est un triste souvenir, mais un bon souvenir de l'avoir tout le temps en mémoire. Oui, parce qu'elle est omniprésente sur le podcast avec sa voix qu'on entend souvent. Ah, ça, c'est agréable de l'avoir tout le temps en mémoire. Marc, aujourd'hui, tout un épisode. Les entrevues ont été préenregistrées. On a au-dessus d'1 heure d'entrevues déjà avec 3 grandes personnalités. Tout d'abord, ceux que vous connaissez ici sur le podcast, Patrick Laprade et Bernard Hubert. Bernard Hubert? What the fuck? Bertrand Hébert? Bertrand Hébert. Bernard! Ben, parce que j'ai voulu faire ça de cette manière-là parce que c'était un inside que j'avais avec Pat Patterson. D'ailleurs, c'est Bertrand Hébert qui a écrit le livre de Pat Patterson. Il va en parler. Puis Bertrand Hébert se faisait appeler Hubert par Pat Patterson. Ah, ouais. Ben, c'était une espèce de rib, là. C'était une joke, un inside joke avec lui. Moi, je l'appelais Bernard. Fait qu'on a cumulé les deux, on a jumelé les deux, ça donnait Bernard Hubert. Et boboy! Ah, c'est très bon. C'est vraiment un homme sympathique qui s'investit, Bertrand, dans chacun de ses projets. Bertrand, appelle-le comme tu veux, mais je pense que tu le sais. Il s'investit dans chacun des livres qu'il a écrits. Ouais. Donc, puis c'est la même chose pour Pat Laprade. Ces deux-là, on ne pose même pas de questions. C'est 2 grands auteurs au Québec. Et le 3e invité... Mais avant, oui, c'est de grands auteurs, mais ils sont aussi des lecteurs. Ah oui. Fait que dans le fond, l'entrevue et l'épisode, c'est quoi les livres de lutte qui sont intéressants, que tu as aimés, sont capables de parler de livres qu'ils ont lus, qu'ils ont aimés, à part leurs livres à eux autres. Tu sais, comme moi, mon livre, Eric en Bischoff. vacances, j'en ai lu 4 Ouais. livres pendant mes 2 semaines de vacances. Sur la lutte? Un que j'ai lu, c'était The Death of Territories, que j'ai lu sur la lutte. L'autre, c'était Jack Reacher. L'autre, c'était Soyez-y, mesdames, messieurs, puis une autre fiction. Puis le monde me demande pourquoi tu as lu ton livre. Moi, je suis un gars qui aime avoir le livre dans les mains. Ouais. Fait que, tu sais, je l'ai lu 150 fois sur mon ordi, avec les corrections puis tout ça, mais je voulais le lire en tournant les pages. Puis Moi, c'est la même chose pour moi. Là. Que ce soit un livre de lutte ou n'importe quoi, ça se lit en format papier. Je peux l'avoir sur, exemple, une tablette ou mon téléphone. C'est pas la même chose. Non. Moi, ça me prend vraiment la version papier, donc je te comprends totalement de ce côté-là. Et là, tu t'en allais nous parler de notre 3e invité. Simon Lacroix. Simon Lacroix, qui est, entre autres, coproducteur de Total Crap. Oui. Et qui est un fan de lutte. Il vient souvent au show de Impact. Je pense que je l'ai vu à chaque pay-per-view qu'on a fait, il était là. Ah oui, c'est sa fédération, lui. Sa fédération préférée. Et ça a l'air que c'est un des lecteurs les plus assidus sur les livres de lutte.
Fait qu'il va nous en parler. Écoute, il nous sort des noms là, que je n'avais jamais pensé. Très intéressant. Et toi, JF, est-ce que tu es un gars premièrement, qui lit? Moi, je lis beaucoup. Je lisais plus avant que maintenant, mais je lis quand même beaucoup de livres présentement. Moi, les livres qui m'ont marqué sur la lutte, premièrement, je pense que mon préféré dans la première génération de livres que je lisais, moi, c'était celui d'Eric Bischoff. Donc, je pense que c'est ton livre à toi aussi. Là, Tu en il as vient d'en parlé sortir souvent. un nouveau, là. Ah, ça, je le savais pas. Ouais, je veux... faut que je le commande. Le premier, c'était Controversy Creates Cash. C'est ça. Puis ça, c'était vraiment un excellent livre parce que je l'aimais parce qu'il parlait plus du côté business que le côté, OK, voici tel combat de lutte que j'ai fait, que j'ai aimé. Par contre, dans ce style de livre-là, celui qui m'a vraiment accroché, c'est celui de Mick Foley, son tout premier livre qui est sorti, qui est un best-seller du New York Times. Mick Foley, qui est un auteur quand même que j'ai, entre guillemets, redoutable parce que c'est lui qui a amené beaucoup de fans de lutte à lire des livres de lutte. Et tu parles de Mick Foley et il y en a dans nos invités qui en parlent beaucoup, dont Bernard Hubert. Oui, puis probablement que... Il va se faire appeler de même, là. Donc, pour vrai, Bertrand, lui, est inspiré des grands. Ça paraît. Donc, il essaie, avec son écriture, surtout avec le livre de Pat Patterson, de communiquer dans le langage que les fans de lutte aiment. C'est-à-dire, il écrit vraiment pour plaire aux fans de lutte dans un langage que les fans de lutte aiment. C'est-à-dire, il écrit avec le kayfabe de temps en temps sans le kayfabe. J'adore, mais vraiment beaucoup, le style de Bertrand. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas énormément de choix en français. Oui. Alors, si vous avez la chance d'être capable de lire en anglais, ton choix de livres c'est infini. Oui. Si tu lis juste en français, écoute... Au moins, il y a des bonnes... comme la biographie d'André le Géant, donc coécrite avec justement Bertrand Hébert et Pat Laprade. Celle de Mad Dog Vachon. C'est vraiment deux très bons livres de deux grands qui ont comme percé dans la culture francophone. Donc, si vous voulez commencer par des livres en français, commencez par ces deux-là. Il y a aussi l'histoire de la lutte au Québec. Encore une fois, coécrite par Bertrand Hébert et Pat Laprade. Donc, c'est c'est un rendez-vous si Dieu... Non, c'est pas ça. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Donc, c'est vraiment une très, très, très bonne histoire de la lutte au Québec. Donc, je vous conseille ces livres-là, ainsi que le tien, Marc. Donc, le tien qui est en vente sur sim.shop, je crois. Exact. Et tantôt, là, j'ai fait ma recherche. Le nouveau livre qui est sorti en novembre de Eric Bischoff s'appelle Grateful. Grateful, qui voudrait dire quelqu'un qui est reconnaissant. Ouais. Reconnaissant. Et c'est coécrit par Guy Evans, celui qui a écrit La Brique sur la WCW. Okay. Le livre s'appelle Nitro. Ouais. Je l'ai lu. Écoute, c'est une brique, là. Mais c'est le livre le plus crédible sur l'histoire de la WCW. Exact. Ouais. Alors, on va être prêt après la pause parler de livres parce que c'est une excellente idée de cadeau de Noël. Ça se glisse très bien sous le sapin. Ça s'emballe bien. Ça se met bien dans un bas de Noël. Et on écoute Pat Laprade savoir ses goûts de lecture sur la lutte. Fan de lutte, tu cherches une idée de cadeau pour Noël? La boutique en ligne sim.shop est l'endroit où tu trouveras une panoplie d'items aux couleurs de ton podcast préféré, le Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Visite sans tarder sim.shop. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Pat Laprade. On est à un petit peu moins d'un mois de Noël et on voulait faire une émission spéciale sur les livres de la lutte. Toi, on t'a invité parce que tu as écrit des livres et sûrement tu en as lu. Alors, on voulait savoir un peu, à titre de fan, quels sont les livres que tu pourrais recommander. Pas les tiens, malgré que tu vas nous les recommander pareil. Mais en tant que fan, c'est quoi les livres que tu as lus, toi?
Écoute, j'en ai lu tellement de livres sur la lutte, sur l'histoire de la lutte. C'est une des façons que que je me suis informé sur ce milieu-là quand j'ai commencé en 2001. Donc, j'en ai lu et j'en ai chez moi pour plus d'une vie, là. Je pense pas être capable de passer à travers tous ces livres-là. Donc, il y en a beaucoup que tu n'as pas encore lu, que tu as déjà. C'est Ça, comme c'est moi. sûr. Ça, c'est sûr. Ça, Moi c'est sûr. aussi. Parce qu'à un moment donné, t'en achètes, mais tu sais, je passe pas ma vie non plus à lire, mais je lis quand même. Mon Dieu, je dois lire je sais pas, 7-8 livres par année, peut-être des fois un peu plus, ça dépend du temps que j'ai. On m'a dit que quand tu es en vacances, tu n'as pas le temps de lire. Ah, ça, c'est faux. Ah, parce qu'on me dit que tu es souvent au bar. Non. Mais ça dépend en vacances où. Ça dépend en vacances où. Si je suis Avec en tes chums. vacances chez... Si je suis en vacances chez moi. Ah non, mais dans le sud, non, dans le sud, j'amène toujours un livre. Ah oui, À chaque voyage dans le sud que je fais, j'amène un livre, je me fais un devoir de passer au travers avant de revenir. Donc, je fais ça quand je suis à jeun. Mais, non, non, c'est ça. Écoute, des livres de lutte, évidemment, mes suggestions sont plus du côté anglophone que francophone parce que évidemment. en français, ben, tu ne veux pas qu'on plug les livres que moi puis Bertrand ont fait. Mais, Oui, je veux que tu le plugues, mais non, je sais. avant de parler Ben oui. à l'auteur, je parle aux fans. Ben oui. Cette année, il y a un livre que je n'ai pas encore eu la chance de terminer, mais qui m'a été fortement recommandé. Et c'est la biographie du Sheik, écrit par Brian Solomon. Brian Solomon, c'est un ancien writer pour la WWE. Qui a travaillé avec ma maison d'édition à Toronto, ICW Press, pour donner vraiment un ouvrage complet sur le Sheik. Et là, je ne parle pas du Iron Sheik d'avec Nikolai Volkov. Je parle vraiment du Sheik original, le Sheik Ed Farrett, l'oncle de Sabu, qui était une méga star dans les années 70 à Détroit, à Toronto, entre autres. Et de ce que j'entends, de ce que j'ai entendu sur le livre, c'est une des biographies les plus complètes jamais écrites sur un lutteur. Et j'ai commencé, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais c'est une histoire qui est fascinante parce que le Sheik, c'est pas celui qui a parlé le plus dans sa carrière. Il y avait un personnage un peu différent, qui faisait penser un peu à Abdullah the Butcher. D'ailleurs, Eddie Creechman le manager, le Sheik, pendant un certain temps. Donc, ça, c'est un livre que je recommande parce que juste de ce que j'ai vu à date, des commentaires que j'ai reçus, je suis persuadé que c'est une lecture qui est vraiment, vraiment fascinante. Mais parmi ceux que tu as lus. Ah, OK, oui. Parmi ceux que j'ai lus. Comme moi, là, j'ai lu le dernier Roddy Piper, écrit par ses enfants. J'ai adoré. Oui. C'est le dernier que j'ai lu. Toi, il y en a-tu un que tu pourrais dire à quelqu'un qui dit « Hey, mon chum, je vais mettre ça dans son bas de Noël, à part les nôtres, à part Soyez-y, mesdames, messieurs, puis à part les tiens. » Qu'est-ce que tu suggérais à quelqu'un de mettre dans le bas de Noël de son chum qui aime la lutte, qui lit l'anglais, mettons? Oui, je vais t'en suggérer deux dans le fond, parce que ça dépend toujours si tu aimes les biographies ou si tu aimes les livres plus historiques, parce que c'est deux formats complètement différents. Quelqu'un qui aime les biographies, c'est sûr que tu ne te trompes pas avec la biographie de Bret Hart, qui est vue comme une des meilleures biographies jamais écrites. Bret a vraiment été le plus transparent, je pense, qu'il pouvait être avec ce livre-là. Et même si j'ai mes problèmes on the side avec une partie de l'être humain qui est Bret Hart, sa carrière, elle a été spectaculaire. Et l'histoire, elle vaut la peine d'être lue. Mick Foley également. Hein? Mick Foley qui a inventé un peu le genre à la fin des années 90 avec ses livres également. Du côté plus historique, moi, j'aime les livres que Tim Hornbaker. Je te nomme un auteur, parce qu'il en a fait quelques-uns livres sur l'histoire de la lutte. Il y a une série de 3 livres qui a fait un livre sur le territoire de New York avant l'arrivée de Vince McMahon Jr. Il a fait également un livre sur la WWF comme telle.
Puis il a fait un livre sur les territoires que Vince a tassés avec les années, avec avec son désir de vouloir s'étendre partout en Amérique du Nord. Il a Peux-tu fait me un livre sur tous répéter ces le nom de cet auteur-là? Tim Hornbaker, Hornbaker. Merci. Un historien hors pair qui a également écrit des livres historiques sur le baseball, là, sur le scandale des White Sox là, avec la série mondiale qui avait été de la triche, des trucs comme ça. Puis c'est un de mes auteurs préférés dans le monde de la lutte professionnelle. Justement, je ne dévoilerai pas son prochain projet, mais c'est une biographie, et sans dire qui, moi, ça m'a été dit qu'il s'était basé sur notre biographie du géant ferré pour baser sa prochaine biographie. Et pour moi, ça, il n'y aura pas plus beau compliment que ça. Tu sais, quand tu as un de tes auteurs préférés qui prend un de tes ouvrages, une de tes œuvres comme modèle, c'est comme, ben OK, je ne peux pas demander mieux. Et en terminant, Pat, donne-nous un peu tes ouvrages qui sont disponibles, incluant ton dernier, même s'il n'est pas sur le monde de la lutte, mais c'est frais sorti ou presque frais. Là. Quels sont les livres que l'auteur Pat Laprade a sur les différentes tablettes? Oui, ben en fait, il y a bien sûr, je vais y aller avec les livres en français à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est toute l'histoire de la lutte au Québec, qui a été publié en 2013, écrit par moi et Bertrand Hébert. La biographie de Mad Dog Vachon, qui n'est malheureusement plus disponible dans les librairies ou sur des plateformes web, mais que moi et Bertrand avons en quantité industrielle. Donc, les gens qui sont intéressés, là, communiquez avec nous. Et évidemment, la biographie du géant ferré, qui a été notre gros succès, notre plus que. Je veux dire, à la semaine prochaine, si Dieu le veut, c'est un best-seller au Québec, mais Géant ferré, c'est dans une autre stratosphère. Donc, on est très, très fiers. C'est un gros livre, là. C'est un 600 pages. Donc, attelez-vous, là, parce que c'est de la lecture, mais ça prenait une géante biographie pour le Géant ferré. Puis je pense que c'est ça qu'on lui a donné. Pour ceux qui lisent l'anglais, il y a évidemment Sisterhood of the Square Circle, qui est toute l'histoire de la lutte féminine, pas juste au Québec, là, toute l'histoire de la lutte féminine que j'ai écrit avec Dan Murphy, anciennement du Pro Wrestling Illustrated. Et bien sûr, mon plus récent qui est sur le monde du hockey, mais il y a quand même quelques références de lutte à l'intérieur parce qu'évidemment, c'est Émile Butch-Bouchard, le Rock de Gibraltar du Canadien de Montréal, qui a été longtemps capitaine du Canadien, membre du Temple de la Renommée. Son numéro est au plafond du Centre Bell. Puis dans les années qu'il a joué, les années 40, 50, il a côtoyé des lutteurs. Il était ami avec Larry Moquin. Il a côtoyé Yvon Robert, par exemple. J'ai des anecdotes de Moquin et de Robert dans cette biographie-là, qui est mon premier livre sur le hockey. Et comme tu l'as dit, là, qui est le plus récent à ma collection. Puis en passant, je ne sais pas, je te l'ai dit, mais je n'ai pas eu la chance de lire ton dernier livre. J'en ai entendu parler beaucoup, mais je sais que tu avais un défi parce que plusieurs te cataloguaient auteur de lutte et que toi, tu voulais prouver. Puis de ce que j'ai entendu, bravo, mon chum, tu as vraiment relevé le défi haut la main. Ben, c'est très gentil, très, très, très gentil, Marc. J'essaie de montrer que quelqu'un m'a dit quelque chose récemment, parce que toi et moi, avec les années, on a déjà eu ces discussions-là, d'être catalogué gars de lutte, puis de ne pas être capable de sortir de ce carcan-là. Puis quelqu'un m'a dit récemment, en fait, c'est Dave Morissette qui m'a partagé ça, puis qui m'a dit, tu sais, Pat, il dit, toi, là, tu es un gars de lutte qui est capable de faire autre chose. Il dit, moi, je vais toujours être catalogué comme le gars du Canadien. Mais je suis un gars du Canadien qui est capable de faire autre chose. Et j'ai trouvé que c'était bien dit. Tu sais, le but, c'est pas d'effacer ce que je fais dans la lutte ou ce que j'ai fait dans la lutte. C'est juste de montrer que j'ai d'autres cordes à mon arc, puis que je suis capable de faire autre chose que juste qu'est-ce que le monde pense que je suis capable de faire. Tu sais, Gage-tu à TVA Sport me permet aussi de sortir un peu du monde de la lutte. À TVA Sport, on me permet d'écrire des chroniques aussi, soit sur le hockey, soit sur le baseball. Et là, le livre vient couronner un peu tout ça. Donc,
Et ce n'est qu'un début, j'en suis convaincu. Ben, je l'espère toujours, sans oublier la passion que j'ai pour la lutte et le monde dans lequel je me suis fait connaître. Donc, tu sais, j'ai 1 million de projets avec la lutte, mais quand même que j'aurai quelques autres projets, je pense que c'est juste sain également d'avoir tout ça en même temps. Pat Laprade, toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup pour ta générosité. Et je suis en train de concocter un épisode sur mon ami Frenchy Martin, l'artiste. Ben oui. Ça serait peut-être le fun de t'entendre là-dessus aussi à un moment donné. J'ai rencontré Frenchy à plusieurs reprises, puis je l'ai rencontré aussi. On avait été le voir à la toute fin de sa vie, donc j'ai plusieurs anecdotes drôles et touchantes avec Frenchy. Donc, ça me ferait plaisir de venir t'en parler. On va t'envoyer l'invitation, c'est sûr, puis ça va être diffusé avant Noël. Merci, Pat, au plaisir. Merci, bye-bye. Bye. Vous le savez, ma biographie est disponible. C'est près de 200 pages, plus de 100 photos où je vous livre mon histoire sans prétention. Évidemment, la lutte couvre plusieurs chapitres de ma vie. Commande aujourd'hui pour recevoir ta copie dédicacée avant Noël au sim.shop. La grande histoire de ma petite vie, soyez-y, mesdames, messieurs. Notre invité sur le podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, Simon Lacroix. Qui est Simon Lacroix? Bon, ben Simon Lacroix, entre autres, c'est un fan de lutte. On part avec ça. C'est une personne que je croise régulièrement avec Mathieu Lavigne au show de Impact, alors qu'on est sur la route avec eux pour les pay-per-view depuis 1 an. Et c'est aussi celui qui produit ou coproduit Total Crap. Est-ce que je suis pas pire, Simon? Oui, ça a pas mal d'allure ce que tu as dit. En fait, oui, co-créateur de Total Crap, puis pas mal tout le reste de ce que tu as dit. Total Crap, écoute, j'ouvre une parenthèse parce que je pense que j'en ai jamais parlé. On est en quoi? Au début des années 2000, vous faites quelque chose sur PCO et moi. Et PCO et moi, on va accepter. J'ai-tu rêvé à ça ou on a vraiment été? Oui. En fait, ça a commencé qu'il y a eu un reportage sur Total Crap à Infoman. Juste pour expliquer c'est quoi Total Crap pour le monde qui ne savent pas. Mais Total Crap, on passe des montages vidéo du pire de la télé et du cinéma, des affaires super mauvaises, mais super drôles. Donc, à Infoman, ils nous demandent dans le reportage qu'est-ce qu'on trouve qui est mauvais. Mais tu sais, pour nous, ce qui est mauvais, c'est pas nécessairement. En fait, il y a beaucoup d'affaires qu'on trouve mauvaises, mais qu'on trouve bonnes aussi en même temps, puis qu'on adore. Et donc, ça m'est venu dans l'idée de dire la lutte RDS. Donc, à l'époque, c'était Impact avec TNA, avec toi puis PCO qui animait. Puis, il avait passé un extrait de vous autres. Puis, je me souviens qu'après que l'émission a été diffusée, je suis revenu de travailler, puis j'avais un message sur mon répondeur, puis ça disait quelque chose comme « Bonjour, M. Lacroix, ici Marc Blondin, M. Fun, veuillez me rappeler à tel numéro. » Tu avais un numéro 800 à l'époque. Là, je vais être comme « Oh, fuck, on est dans la merde, parce que j'ai quand même dit que c'était dans les affaires mauvaises. » Donc, mais, tu sais, après t'avoir parlé, j'ai compris que tu trouvais ça drôle autant que nous autres, tu sais. Fait que, vu qu'on faisait notre premier show à Montréal de Total Crap, ça fait quand même un certain temps, donc ça, c'est 2006, on t'a invité avec PCO à être comme invité d'honneur de notre show. Puis, ben, tu étais venu avec PCO, puis il y avait vraiment comme trop de monde. La place était trop petite pour ce que c'était supposé te donner. Puis, je me souviens que tu étais avec PCO dans un coin, puis, tu sais, vous aviez l'air de vous demander qu'est-ce que vous faisiez là, tu sais. Mais c'était vraiment super gentil de votre part d'avoir accepté l'invitation. Puis, on avait trouvé ça vraiment généreux de votre part, de rentrer dans le jeu, puis de venir à notre show. Puis, je pense qu'on t'a aussi fait venir au Club Soda, peut-être 2-3 années plus tard, quand on a fait le Club Soda. Tu es venu sur scène avec tout. Je me souviens d'une photo de toi. Ce coup-là, tu étais tout seul. Puis je pense qu'il était accompagné de Jean-François Kelly, mais lui, il n'était pas monté sur scène. Mais c'est une des premières fois que j'ai rencontré Jean-François Kelly. Donc, c'est peut-être la petite histoire, si on peut dire. Et ceux qui veulent avoir des détails sur Total Crap, informez-vous. C'est vraiment des belles soirées. Ça fait déjà plusieurs années que je ne suis pas allé, mais écoute, t'en ris une shot, c'est garanti. C'est tout ce qui est mauvais
entre guillemets, de la télé ou du cinéma à travers le monde. Tu as des cascades ratées, tu as toutes sortes d'affaires, c'est bon. Mais revenons à nos moutons. Et on est dans la dernière semaine de novembre, alors à peu près moins d'un mois avant Noël, et on s'est dit, on va faire un épisode sur les livres sur le thème de la lutte. Évidemment, on n'est pas entièrement choyé par les publications francophones, malgré qu'on a Bertrand et Pat Laprade qui nous ont donné un peu de jus avec les livres qu'ils ont écrits. Et Mathieu Lavigne, lors d'une entrevue avec lui, il dit, écoute, tu fais de quoi sur des livres? Il faut que tu parles à Simon. Alors, premièrement, toi, la lecture pour toi, c'est quoi, Simon? C'est quand même quelque chose d'assez important dans ma vie. Je ne lis pas juste en allant aux toilettes. Là. Je lis quand même assez souvent. Puis, en étant fan de lutte, c'est sûr et certain que je lis aussi des livres de lutte parce que je veux m'informer sur la chose parce que c'est vraiment une passion. Donc, ça fait... Je ne peux pas dire que je suis collectionneur de livres de lutte, mais j'en ai vraiment beaucoup. Ça veut dire quoi, beaucoup? Ça veut dire 2 bibliothèques remplies. Oh boy! C'est sûr que le monde qui écoute un podcast ne voit pas, mais toi, tu vas probablement en arrière de moi 2 bibliothèques, mais c'est pas celles-là qui sont remplies. J'en ai dans mon salon aussi. Puis, c'est ça, tu sais, aussi, j'ai même fait une chronique de livres de lutte sur le site lutte.québec. Mais ça, j'ai arrêté. Ça fait quand même un certain temps parce que manque de temps, mais j'ai quand même réussi à critiquer, ou en tout cas, parler de plusieurs livres de lutte. Donc, c'est ça. Puis, c'est sûr que je ne lis pas juste des livres de lutte, là. Mais j'en lis quand même assez souvent. Et là, tu en as choisi 3 que tu voulais nous parler. Les 3 sont en anglais. Le premier, celui avec mon co-auteur Bertrand Hébert, c'est le livre sur la vie de Pat Patterson. Oui, tu sais, je ne pourrais pas dire que ceux que je vais parler, c'est les meilleurs que j'ai lus, mais c'est quand même dans ceux qui m'ont marqué. Puis je me suis dit que tant qu'à en choisir 3, je vais au moins en choisir un québécois. Même si dans un autre que je vais te parler, il y a un lien avec la lutte québécoise, on va y venir. Mais oui, donc le premier, c'est Accepted, How the First Gay Superstar Changed WWE. Donc, c'est le livre de Pat Patterson, coécrit avec Bertrand Hébert. Malheureusement, ce livre n'a jamais été traduit en français, même si ça a été écrit par 2 Québécois. Je ne sais pas si c'est parce que les éditeurs sont un peu trop frileux, mais tant qu'à moi, ça marcherait parce que ce livre-là, tant qu'à moi, puis on va dire ça, puis c'est un cliché, mais c'est un page-turner, un livre dont tu veux absolument le lire d'un coup parce que c'est vraiment une histoire super captivante et intéressante. Et le côté de l'Europe, Simon, il y a beaucoup de fans de la WWE qui connaissent Pat Patterson et qui pourraient être intéressés à la France, la Belgique, puis tout ça, là, c'est un gros marché pour la lecture. Là. C'est clair. Puis, tu sais, je ne sais pas pourquoi qu'un éditeur n'a pas mis la main dessus, l'a pas traduit en français, mais tant qu'à moi, ça sera un succès assuré. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est un livre super intéressant qui parle de la carrière de Pat Patterson. C'est sûr que depuis que le livre a été écrit, il y a eu un documentaire qui est sorti, qui a même passé quelques fois à TVA Sport. Donc, les gens sont peut-être plus familiers avec son histoire, mais c'est quand même Pat Patterson, un lutteur, quand il a commencé, puis en fait, il faut dire aussi que Pat Patterson était homosexuel. Donc, il était dans un milieu où est-ce que, à l'époque, l'homosexualité était pas nécessairement bien vu. En fait, même dans la société en général, c'était pas encore accepté comme ça peut être accepté maintenant, d'où le titre d'ailleurs, Accepted. On est loin de 2022. Exactement. Puis ça, quand il a commencé sa carrière, il a vu assez vite qu'il ne pourrait peut-être pas en avoir nécessairement le succès qu'il pourrait avoir au Québec. Donc, il s'est exilé aux États-Unis en allant à Boston. Puis c'est là il a rencontré la personne qui va devenir son chum ou son partenaire de vie. Oui, exactement, Louis. Que j'ai rencontré d'ailleurs. Oh, OK. Oui, je suis allé chez
chez Pat et Louis, dans le bout de Tampa, je pense, dans le temps. Et une soirée avec un souper, tout le kit. Oui, très gentil, Louis. Était très gentil. Puis Louis le suivi dans toute sa carrière, puis même qu'au début, quand Louis, parce qu'au début, Pat Patterson a déménagé de Boston pour aller à Portland parce que Mad Dog Vachon lui avait recommandé au promoteur de lutte à Portland. Puis éventuellement, Louis l'a suivi. Puis, sauf que c'était pas clair au début que c'était son chum. Puis, ben, Mad Dog Vachon, il a trouvé ça bizarre au début, mais il a pris une coupe de bière avec Louis, puis c'est là qu'il l'a accepté. Puis il est devenu vraiment ami avec. Puis c'est comme si, après ça, Mad Dog Vachon le présentait comme c'est mon ami à tous les autres lutteurs. Fait que Mad Dog Vachon était tellement respecté que personne aurait dit de quoi contre le fait que Louis est le chum de Pat Patterson. Donc, et comme tu le dis, Simon, parce que j'ai lu le livre, je l'ai ici. Ouais. Puis c'est un page turner. Tu as hâte d'aller à l'autre page pour savoir la suite. J'ai dévoré ce livre-là. C'est ça, puis ça parle autant de quand plus récemment, Pat Patterson qui est devenu quasiment le numéro 2 de la WWE. Ça parle de comment il a créé le Royal Rumble. Ça parle de vraiment toute sa carrière, puis c'est vraiment super intéressant, autant pour en savoir sur un Québécois qui a pogné dans le monde de la lutte, qui est devenu, sans qu'on le sache vraiment, le numéro 2 de la WWE, parce que c'était pas vraiment dit à l'écran que... À l'écran, on le voyait, les années 90, il était le stooge de Vince McMahon, mais il n'y a rien qui pouvait nous dire que ce gars-là avait autant de pouvoir que ça dans les coulisses de la WWE. Puis c'est un Québécois. Le deuxième, je t'amène tout de suite sur le deuxième, ça m'a surpris. Roddy Piper, parce que moi, je viens de finir de lire un livre sur Piper, mais pas le même que toi. Moi, il a été écrit récemment par sa fille et son gars. Oui. Celui que tu fais référence, c'est Roddy, que j'ai lu aussi. Mais le premier que j'avais lu, c'était vraiment celui qui était écrit par Roddy Piper. Donc, c'est In the Pit with Piper. Roddy Gets Rowdy. C'est un livre qui a été écrit à peu près en 2002-2003. C'est vraiment personnel. C'est vraiment l'histoire que Piper raconte donc de sa carrière, mais aussi il réfléchit sur sa carrière et les moments sombres qu'il a vécu. Autant comme après son combat à WrestleMania, le premier WrestleMania, qui était en équipe contre Hulk Hogan, que pour lui, Hulk Hogan, il a eu toute la gloire du combat, mais au bout de la ligne, c'est quand même Piper qui a fait vendre le combat. Puis lui, après, que la journée était finie, il s'est ramassé tout seul dans le vestiaire pendant que Hogan est en train de célébrer avec d'autres personnes. Fait que, il t'amène vraiment en coulisses. Puis il y a une histoire qu'il raconte qui est vraiment super intéressante, que c'est vraiment ce qui m'a marqué dans ce livre-là, c'est qu'il explique que quand tu es un lutteur, c'est comme si tu avais la maladie de la lutte. En fait, c'est le mot qu'il a mis, de sickness, donc la maladie de la lutte. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui ont parlé de ça à travers le temps. Puis lui, il a essayé de mettre un mot sur quelque chose que lui ressentait en tant que lutteur. C'est que quand tu es un lutteur, tu es lutteur 24 heures sur 24. Peut-être moins maintenant parce qu'on sait que les lutteurs, c'est des personnages, puis on les voit agir sur les médias sociaux, pas nécessairement comme ils seraient dans le ring. Mais à l'époque, Piper, les lutteurs, à l'époque, je parle des années 80, 90 et moins, les lutteurs gardaient le kayfabe, donc le secret de ce qu'est la lutte. Puis quand tu n'étais pas dans le ring, si quelqu'un te rencontrait dans la rue, il fallait que tu agisses en tant que lutteur. Donc, il fallait que tu aies l'air tough, puis ce qui explique, pour expliquer, dans le fond, la maladie d'être lutteur, c'est qu'à un moment donné, il est en train de checker un combat qui se déroulait dans le ring, mais lui, il était là juste en tant que spectateur, parce que son combat, dans la soirée, était déjà passé. Puis il y a un spectateur qui est sorti de nulle part de la foule, puis il est venu le voir, puis il a commencé à l'envoyer chier, parce que Piper, il était méchant à l'époque. Et baveux. Oui, exactement. C'est ça, il faisait tout pour enflammer la foule. Puis là, le spectateur commence à l'invectiver, puis l'envoyer chier. Puis là, toute la foule se met à se retourner vers eux, même s'il y a un combat qui est en train de se passer dans le ring. Lui, il était là comme un peu incognito, juste pour checker le combat de ses chums. Fait que, vu que toute la foule le regardait,
il s'est mis à se dire, OK, là, j'ai de la pression, il faut que je réagisse, il ne faut pas que je m'en aille parce que je vais avoir l'air d'un peu heureux. Fait qu'il a décidé de confronter le spectateur, mais le spectateur, il a sorti un couteau. Fait que là, toute la foule est en train de regarder, puis il est comme, OK, je ne me sauverai pas, je suis un lutteur, je suis Roddy Piper, je ne peux pas me sauver, même si ça ne fait pas partie du scénario, même si le gars, c'est un civil, dans le fond, il ne fait pas partie du show, je le confronte. Fait que ça va le confronter, il se fait poignarder à 1 pouce du cœur, il manque de perdre la vie. Tout ça pour garder la gimmick. La gimmick, exactement. Wow. Puis il parle aussi de quand il était dans une chambre d'hôtel avec Kerry Von Erich, un des Von Erich. Donc, il était dans une chambre d'hôtel, ils se sont mis à fumer un joint. Puis ils se sont ramassés sur le bord de la fenêtre. Ils ont failli perdre la vie. C'est Big Boss Man puis Kurt Hennig qu'ils ont sauvé in extremis, ce qui était rendu comme sur le bord de la fenêtre, puis genre au 8e étage. Puis en tout cas, il n'était plus capable de sortir de là. Puis, il raconte que la vie un peu de Kerry Von Erich, parce que les frères Von Erich qui viennent du Texas, il y en a 4 des 5 gars, des 5 enfants des Von Erich qui ont perdu la vie très jeunes. Donc, il raconte cette anecdote-là, puis il dit que 2 mois plus tard, Kerry Von Erich s'était suicidé. Donc, tout ça, ça fait partie de la maladie de la lutte, si on peut dire. Donc, c'est vraiment super intéressant. Ça fait comme de rentrer dans la tête d'un lutteur. C'est quoi le genre de mindset qu'un lutteur peut avoir, surtout à ce moment-là, dans la génération de laquelle lui il vient. Ça s'appelle In the Pit? In the Pit with Piper, ouais. Probablement que c'est disponible maintenant seulement usagé, puis que le livre n'a pas été réédité, mais sur Internet, c'est probablement trouvable très facilement usagé. Et si je te demande en quelques minutes de me résumer la différence entre les 2 livres de Piper, Roddy, et celui de In the Pit, qu'est-ce que tu dirais? Là, ça fait un bout que je l'ai lu, mais dans mon souvenir, c'est celui-là, comment je dirais ça, il va vraiment plus profondément parce que c'est écrit par Roddy Piper, puis il ne gêne pas pour tout raconter. Il raconte aussi même son usage de stéroïdes puis de drogue, etc., etc. Même qu'après l'écriture de ce livre-là, il a passé à une entrevue, je ne me souviens pas à quelle émission, puis ça a fait en sorte qu'il s'est fait mettre dehors de la WWE parce qu'il parlait d'usage de drogue. Okay. Donc, ce livre-là, d'ailleurs, c'est écrit que ce n'est pas autorisé par la WWE. Okay. Donc, ça donne une idée qu'il va vraiment all-in sur qu'est-ce qu'il révèle dans le livre. Puis l'autre, vu que c'est un peu filtré par sa famille, c'est un peu la manière que sa famille l'a perçu, a perçu sa carrière. Écoute, je suis très curieux du dernier livre que tu vas nous parler. Comme tu dis, tu pourrais nous en parler pendant des heures de ces livres-là. Et tu m'as dit, lui, je pourrais t'en parler pendant une demi-heure. Comme tu as raison, on n'a pas une demi-heure. Mais vas-y, parce que ça me dit absolument rien. Ouais, je me suis dit que j'allais sortir un livre, comme un peu du champ gauche, on peut dire, comme un livre plus obscur qui a passé totalement inaperçu à sa sortie. C'est le livre du Général Adnan. Général Adnan, c'est lui qui était le manager de Sergeant Slaughter quand il faisait le méchant sympathisant irakien à la WWE dans les années, au début des années 90, genre à peu près 92-93. Le général Adnan, en fait, là, il était un peu en fin de carrière quand on l'a connu. Il a eu une grosse carrière avant, autant comme manager que lutteur, mais sa carrière de lutteur, c'est surtout passé en Irak. Parce qu'il vient vraiment de l'Irak, mais il n'était pas vraiment un sympathisant de Saddam Hussein, même si dans son livre, il raconte qu'il a travaillé pour Saddam Hussein. Donc, le livre, c'est The Sheikh of Baghdad, Tales of Celebrity Terror from Pro Wrestling, Général Adnan. Donc, son vrai nom, c'est Adnan El-Kaisi. Donc, Général Adnan, c'est pas très loin de son vrai nom. Donc, c'est ça. Il raconte que dans le fond, lui, il vient d'Irak, puis il a connu Saddam Hussein à l'école secondaire. Il était dans la même classe que lui. Wow. Puis il s'est aperçu assez vite que Saddam Hussein, c'était quelqu'un de quand même assez intelligent. Puis il n'a pas été surpris quand il a su ce qui lui est arrivé par la suite. Donc, il est devenu le boss, en fait, le dictateur en Irak. C'est ça, quand il était jeune, après l'école secondaire, il a voulu aller étudier aux États-Unis. Puis lui, c'était un lutteur donc amateur, donc un lutteur olympique. Fait qu'il était vraiment bon, puis c'était vraiment un athlète naturel. Puis pour aller aux États-Unis, il a accepté une bourse universitaire
d'une université à Houston en football, même s'il n'avait jamais regardé de sa vie le football américain. Mais c'est un athlète né, donc ils l'ont accepté parce qu'il était sûr qu'il allait pouvoir en faire un bon joueur de football. Sur le bateau qu'il a pris pour aller en Amérique du Nord, il a rencontré un lutteur québécois. C'est pour ça, tantôt, je disais qu'il y avait un lien avec la lutte québécoise. Il a rencontré Yvon Robert. Donc, ça fait quand même un certain temps de cette histoire-là. Puis là, Yvon Robert l'a vu, il dit « Hey, tu as des oreilles en chou-fleur, tu connais-tu la lutte? » Il dit « Ouais, je suis lutteur amateur. » Il dit « Ah, t'aimerais pas ça faire la lutte professionnelle? » Il le regardait et il disait « OK, c'est un gars qui a une bonne shape, il pourrait faire un bon lutteur. » Fait que il s'est dit hey, « Attends-tu que je te montre quelques prises? » Fait que Yvon Robert, puis il y avait plein de filles à côté. Je ne sais pas si c'était pas qu'Yvon Robert impressionne les filles, mais il s'est jeté sur Général Adnan. Général Adnan, c'est un lutteur amateur. Lui, il a tout de suite reviré de bord puis il a fait une prise. Là, Général Adnan, il s'est dit, OK, Yvon Robert, c'est peut-être un lutteur, mais ce n'est pas un lutteur avec des compétences de lutte olympique. C'est quand même deux choses totalement différentes. Là, Yvon Robert a dit, OK, prends ça mollo, le kid, là, tu sais. Fait que là, mais il a quand même montré des prises de lutteurs professionnels. Puis après avoir pris, dans le fond, avoir été en croisière, dans le fond, ensemble jusqu'en Amérique, ils sont devenus des amis. Puis il a dit, si tu veux devenir lutteur professionnel, je vais te donner des références. Puis là, ben, il a donné des références pour des promoteurs de l'époque qui l'ont engagé. Puis il a fait un rôle d'un lutteur autochtone. Donc, il y a eu une gamique comme on l'appelait à l'époque, une gamique d'Indien, mais il n'y avait aucune origine. Aucun rapport. Oui, c'est ça. La plupart, il y a beaucoup de lutteurs qui ont fait des gamiques de lutteurs autochtones avec des plumes puis tout à l'époque qui n'étaient pas pantoute d'origine autochtone. Puis éventuellement, il est retourné en Irak. Et là, en Irak, Saddam Hussein avait entendu parler de lui, avait entendu parler de ses succès dans la lutte. Puis Saddam Hussein avait un plan. Il s'est dit, je vais faire entrer la lutte en Irak. Puis pendant que les gens vont être occupés à regarder la lutte, ça va les divertir. Ils ne seront pas occupés à regarder qu'est-ce que moi je fais de pas correct, etc. Donc, il allait utiliser la lutte pour se maintenir au pouvoir. Donc, il a demandé au général Adnan d'organiser des combats. Fait que les combats ont eu lieu dans un stade de 100 000 personnes. Le premier gala qu'il a organisé, c'était contre un autre lutteur, je ne me souviens juste pas du nom, mais le deuxième gala qu'il a organisé a fait venir le géant ferré. Puis c'est le général Adnan, dans le fond, qui a lutté contre le géant ferré. Puis dans le scénario, il était supposé de gagner, parce que c'était un 2-3 à l'époque, il y avait beaucoup donc de 2-3. Il y avait beaucoup de combats de 2-3, donc le lutteur devait remporter 2 chutes sur l'autre lutteur. Donc, Général Adnan était supposé de gagner la première chute, deuxième, géant ferré, troisième, Général Adnan. Sauf que juste avant de rentrer dans le ring, il a croisé Saddam Hussein. Saddam Hussein, il a dit, si lui, il bat, on va le tirer. Fait que Général Adnan est rendu dans le ring, il dit au géant ferré, écoute, c'est parce que je ne peux pas te laisser gagner la deuxième chute parce que Saddam Hussein, il n'aimerait pas ça. Fait qu'en fin de compte, ils ont fait le combat. Jean Ferré dit pas de problème. Fait qu'il a fait gagner les 2 chutes une après l'autre. Quand Jean Ferré est sorti du ring, il a croisé Saddam Hussein. Saddam Hussein il a dit très bon combat. En passant, si tu veux pogner dans la lutte, tu devrais maigrir un peu. Ça restait le même. Fait que Saddam Hussein n'était pas vraiment un très grand connaisseur de lutte. Puis en fait, c'est que Saddam Hussein pensait que la lutte n'était pas arrangée. Il pensait que tout ça était vrai. Puis éventuellement, ben, le général Adnan, il a comme compris que Saddam Hussein était un peu jaloux de son succès parce qu'il devenait comme vraiment une grosse vedette en Irak à cause que c'était le champion de l'Irak. Puis il s'est échappé de l'Irak. Il est vraiment parti en vitesse parce qu'il savait qu'il fallait qu'il parte à ce moment-là, sinon ça allait mal aller. Il est revenu en Amérique, puis là, ben, il a lutté, puis il est devenu manager, etc., etc. Donc, c'est vraiment une histoire super intéressante. Il nous parle autant de sa carrière de lutte que du climat en Irak à cette époque-là. Puis, tu sais, à cette époque-là, oui, il y a certains experts en politique irakienne qui l'ont documenté, mais de voir à travers les yeux d'un lutteur, c'est quand même assez intéressant. Redonne-nous le titre. C'est The Sheikh of Baghdad. The Sheikh of Baghdad.
Donc, c'est de Adnan Al-Kaisi, mais si quelqu'un le cherche, il juste écrire Général Adnan, puis The Sheikh of Baghdad, il va le trouver. C'est ça, c'est sur une maison d'édition qui s'appelle Triumph Book. J'ai trouvé quand même assez facilement sur Internet, en commandant. Maintenant, en fait, avec Internet, on peut pas mal tout trouver. Oui, oui. Écoute, Simon, c'était ta première visite, la première fois que je t'ai en entrevue sur le CIM. Vraiment intéressant. Je dirais qu'à chaque fois qu'on jase, c'est toujours intéressant. Mais là, avec la thématique de livre, merci à Lav de t'avoir suggéré. Et merci à toi pour ces suggestions. Donc, Accepted de Pat Patterson, co-écrit par mon bon ami Bertrand Hébert. In the Pit, l'histoire écrite par Roddy Piper lui-même sur son histoire à lui. Et The Sheikh of Baghdad. Ben, merci beaucoup, Simon, et au plaisir de te reparler sur d'autres sujets intéressants dans le monde de la lutte. Ben, merci, Marc. À la prochaine. Merci beaucoup. Chers auditeurs, nous sommes à la recherche de commanditaires pour nous aider à défrayer les dépenses de 2023 pour les 4 voyages d'Impact Wrestling. D'être près du ring pour nous et décrire l'action, c'est vraiment une expérience unique. Ces commanditaires recevront bien sûr l'appui des médias sociaux, publicité lors des événements et tellement plus. Contactez-moi pour plus de détails et devenez un commanditaire de nos événements Impact Wrestling. Quand on parle de livres sur le monde de la lutte professionnelle et qu'on parle d'invités sur le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs, Bertrand Hébert est un incontournable et vous ne le voyez pas, mais il porte un chandail vert. Et vert pour lui, bien sûr, c'est l'espérance qu'il recevra une autre invitation, comme c'est le cas aujourd'hui. Salut, mon Bertrand. Salut, merci beaucoup encore une fois. Ça me fait toujours plaisir de venir parler de lutte. Ben, écoute, je te le dis à chaque fois, mais ça nous fait plaisir à nous autres que tu acceptes toujours les invitations et on ne le prend pas pour acquis. On essaie de trouver des sujets qui te touchent. Et comme tu es un auteur à succès, on voulait parler en cette fin de mois de novembre, comment... quel livre sur le monde de la lutte? Moi, je trouve que c'est quelque chose qui se glisse très bien dans un bon Noël. C'est un cadeau qui se donne très bien, qui fait en sorte que tu peux relaxer, que tu peux t'évader. Le problème qu'on a, Bertrand, avec les livres, à part ceux que toi, tu as écrits seul, le nôtre, le Soyez-y, mesdames, messieurs, ceux que tu as écrits avec Pat, il n'y en a pas une tonne de livres en français. Mais nonobstant ça, c'est quoi les meilleurs livres que toi t'as lus à part les tiens? C'est sûr. Écoute, moi là, quand les livres de lutte ont commencé à sortir, là, j'ai été fasciné. Moi, j'avais déjà le vieux Maurice Mad Dog Vachon en français au Québec. Il y avait eu au Québec aussi une biographie de Johnny Rougeau. Il y avait eu un livre de Jean-Paul Sarrault qui s'appelait Le Fais-moi saigner, qui regroupait plusieurs textes déjà parus dans le Journal de Montréal et un petit peu plus, qui étaient des livres au Québec en français. Donc, on était un peu à l'avant-garde. On avait eu bien avant ça. Mais pour moi, ça demeure le GOAT, là, ça demeure Mankind Have a Nice Day, là, l'original de Mick Foley, qui est une odyssée fascinante de quelqu'un qui rêve à devenir lutteur, puis qui passe par à peu près tous les niveaux de lutte jusqu'à d'atteindre les plus hauts sommets du monde de la lutte. D'ailleurs, lui-même n'a jamais pu vraiment égaler ce premier livre-là, quant à moi. C'est fascinant aujourd'hui même de l'entendre en parler dans son podcast avec Conrad. Pour moi, c'est très inspirant. Puis encore récemment, on me demandait c'était qui mon préféré. Mick Foley, c'est dans mes préférés, entre autres, parce que ça a été une inspiration de dire oui, on peut écrire des livres sur la lutte, on peut avoir du succès avec ça. Puis il y a une histoire à raconter au-delà de l'histoire que les lutteurs racontent dans le ring. Parce que c'était un peu ça, le livre de lutte, c'était d'ouvrir le rideau. Puis de dire comment on en est arrivé à ce que vous avez vu à la télé. Là. Et vas-y. J'y ai repensé en sachant que l'entrevue venait. Là, puis je veux dire, si j'aurais à en sauver un pour amener sur une île déserte, ce serait lui. Là.
Et la question que tout le monde se pose, où est située cette île déserte? Oh, c'était un tout petit bateau sur l'eau du Pacifique. Ah, mon Dieu, j'aimerais ça qu'il fasse chaud. Pas trop de pluie. Une Puis belle pas de piscine à défoncer, pas de toiture à refaire. Exactement. Écoute, Nick Foley, moi, j'en ai acheté au moins 2 livres qui sont restés dans ma bibliothèque que je n'ai pas lus. Personnellement, on dirait que j'ai besoin d'avoir un lien ou avoir pas un lien dans le sens que oui, j'en ai rencontré beaucoup, mais une période de ma vie où je m'intéressais plus à ce type de lutteur-là. Ce que j'ai fait, entre autres, avec le livre de Roddy Piper, écrit par sa fille et son fils, parce que j'avais un lien avec ce lutteur-là qui m'avait marqué. Tu sais. Toi? Tu as entièrement raison. Là. C'est-à-dire que moi, j'avais suivi la carrière de Mick Foley depuis très, très longtemps, bien au-delà de la WCW puis de la WWE avec Mankind. Donc, pour moi, c'était un odyssée fascinante en sachant qu'il l'avait écrit lui-même. Tu sais. Il n'y a pas de ghostwriter dans son cas. Il l'a écrit sur des pads jaunes à la main, puis il y a quelqu'un qui a retapé ce qu'il a écrit. C'était fascinant de l'entendre parler avec sa voix. Donc, pour moi, c'était ça, mais d'avoir le lien avec le personnage ou la biographie, qu'on a suivi cette époque-là où c'était notre meilleur, où c'était notre ami, où c'était quelqu'un qu'on connaissait de plus proche, c'est sûr que ça ajoute une dimension différente. Là. Bon, moi, je suis vraiment at large. Je suis fasciné, par exemple, par des périodes que je ne connais pas du tout. Je suis beaucoup plus intéressé par les histoires humaines. Il y a plusieurs bons livres qui sont très, très historiques, mais aussi très, très torrides, je trouve. Parce que oui, c'est intéressant. Oui, c'est le fun de connaître un peu l'histoire de notre sport ou de notre divertissement. Mais à un moment donné, ce qui est touchant, c'est l'histoire humaine en arrière de ça. C'est comment on a dépassé certaines limitations qu'on avait dans notre vie pour aller plus loin. C'est pour ça, des fois, les livres purement historiques qui ne vont pas chercher le côté humain. Moi, le conflit entre moi et Pat, souvent, conflit, c'est un grand mot, conflit. L'opposition ou le moment où je dis, ouais, c'est bon, c'est intéressant, mais ça manque d'émotion. Ouais. Donc, d'ailleurs, il m'a confié que pour son livre sur le hockey qu'il a écrit tout seul, c'était la question qui se posait souvent. Y a-t-il assez d'émotions? Y a-t-il assez d'émotions? Bon. Donc, c'est important là, d'aller chercher ce sentiment-là, de faire vivre une montagne russe au lecteur, qu'on veut savoir comment on en est arrivé là, ce qu'on connaît déjà, comment on en est arrivé là, puis c'est quoi les obstacles qui ont été surmontés. Tu parles d'émotion et justement, avant de partir en vacances, il y a quelques semaines, j'ai demandé à Pat Laprade, je ne sais pas comment la discussion a bifurqué, sûrement lors de l'entrevue pour l'épisode de cette semaine, et il m'a suggéré d'amener en vacances un des livres que j'ai commandé, The Death of Wrestling Territories. Là, je ne l'ai pas devant moi. Et c'est exactement ce que tu dis. Je l'ai lu en moins de 24 heures. Parce qu'en vacances, moi, personnellement, vers 10 heures, j'étais à la plage, puis jusqu'à 6 heures. Fait qu'il y a du temps pour lire et je lis assez vite. Mais, tu sais, de cette panoplie de noms qui sont pitchés, tu sais, ils te comptent des choses, mais complètement l'émotion, il faut que tu creuses. Là, Faut que tu crées. Et Dead of the Territory est un excellent exemple d'un livre qui est super intéressant, super bien fait, beaucoup d'informations. À l'exception peut-être de ce qui parle de Montréal, super détaillé, super bien précis, mais en même temps,
je confierais pas ça à un novice, puis je confierais pas ça à quelqu'un de plus jeune, puis qui est moins intéressé par l'histoire brute, là, parce que c'est de l'histoire brute, là, il n'y a pas beaucoup d'émotions. Dans la semaine prochaine, si Dieu le veut, là, le livre sur l'histoire du Québec, comme on parlait souvent des personnages, on tentait d'aller chercher cette émotion-là, puis d'aller chercher un peu là, le background de la vie de tous les jours de ces gens-là, puis de ce qu'ils ont conduit à la vedette ou au personnage de lutte qu'on connaît. Là. Toi, tu es quel type de lecteur? Moi, je suis un gars qui accumule trop de livres et qui n'a pas le temps de tous les lire. Oui, ben moi, je te dirais qu'on est pas mal. Ceux qui aiment lire, là, écoute, là, j'en ai commandé. Moi, j'aime beaucoup les fictions, puis Jack Reacher, puis tout ça. Là. Puis quand j'ai lu 4 livres, dont celui que je t'ai parlé tantôt, et dont le mien, que je voulais lire avec dans les mains au lieu de sur un ordinateur. Et je viens d'en commander à peu près une dizaine là, parce que je vais en manquer. Mais est-ce que tu lis un livre à la fois ou si tu es capable d'avoir plusieurs livres de commencer? Je peux en commencer plusieurs. S'il faut, je suis plus du genre à vouloir en commencer un puis le finir. Ouais. Mais ça dépend toujours du sujet et de qu'est-ce qu'on a. Là, j'en ai 2 ou 3 de commencer. Parce que je manque de temps pour les finir. En fait, ce qui arrive là, depuis la pandémie en travaillant à la maison, moi, mon temps de lecture, c'était l'autobus puis le métro. Et là, ben, ce temps-là a disparu. C'est un positif, mais en même temps, ça me fait manquer de temps. Cet été, les meilleurs moments que j'ai eus, souvent, ont été sur mon patio à lire un livre. Là. J'ai lu le 2e livre de Jim Ross en 2 jours. Puis ça, c'était vraiment le fun de pouvoir juste s'asseoir et lire. Mais quand on est à la maison, il y a tout le temps quelque chose qui nous tire d'un bord ou de l'autre là, pour s'occuper soit de la maison ou de la famille. Donc, je manque beaucoup de temps. J'espère beaucoup avoir plus de temps, plus que je vais vieillir, puis que les enfants vont être partis, puis que je vais avoir juste moi à penser. Mais bon, c'est sûr, je vais avoir des livres en masse. J'ai une énorme bibliothèque chez moi. J'ai mon petit coin où je suis en ce moment, où j'ai un autre paquet de livres, donc beaucoup d'archives de lutte également. Donc, ça fait partie de mon quotidien, là, la lecture. Mais si on veut revenir à mes préférés, parce que si Have a Nice Day, c'est mon préféré, j'ai plusieurs petites perles au travers des années. Un que je trouve qui n'est pas assez parlé souvent, ça s'appelle Walking a Golden Mile de William Regal. Qui est un livre fascinant sur un monde qu'on ne connaît pas beaucoup, là, le territoire d'Angleterre de l'époque de William Regal, de l'histoire de quelqu'un qui déménage de l'Europe pour venir s'installer aux États-Unis avec la WCW. Quelqu'un qui a connu énormément de problèmes également, là, quand on parle du côté humain, là, beaucoup de blessures graves, mais aussi des problèmes de consommation. Donc, c'est une histoire que moi, j'ai trouvée particulièrement fascinante, qui demeure dans mes préférés. Plus difficile à trouver, mais toujours aussi intéressant, c'est Wrestlers Are Like Seagulls. Donc, les lutteurs, c'est comme des mouettes. Ah ouais. Les gens qui ont été J'ai dans la jamais lutte, entendu parler de celui-là. les gens qui ont été dans la lutte vont dire, ah mon Dieu, hein? C'est comme ça. Il est pas loin, il n'est pas tant loin. C'est James J. Dillon, qui est l'auteur de ce livre-là. Il est facilement trouvable sur Amazon en version Kindle pour pas trop cher. Sinon, il faut passer par Crowbar Press pour aller en trouver une copie puis en commander. Pour les gens qui cherchent des nouveaux livres de lutte là, qui ne sont pas mainstream, Crowbar Press, c'est vraiment la place. Vous pouvez commander en ligne. Là. Il y a des titres, puis plusieurs sont disponibles sur Amazon en Kindle. C'est un livre intéressant. J.J. Dillon, c'était un des bras gauche de Pat Patterson était le bras droit. James J. Dillon était un des bras gauche à divers moments dans l'histoire de la WWE et de Vince McMahon. C'est un livre qui est fascinant, qui est sorti en 2005. Puis que quand je l'ai lu, j'étais à terre tellement qu'il y avait de l'information intéressante et pertinente dans ça. C'est un livre que je recommande toujours chaudement aux gens qui cherchent des livres. Ensuite, moi,
il est introuvable. Vous allez payer une fortune si vous en trouvez une copie. Mais il y a un livre, il y a à peu près l'épaisseur de notre livre, Soyez-y, mesdames, messieurs. C'est Often Imitated, Never Duplicated, The Story of Captain Lou Albano, qui est vraiment un livre qui a passé un peu tout droit, qui a été self-published. Ensuite, Albano est décédé. Donc, ça a pas. Mais c'est vraiment très bon pour ce que c'est en termes de longueur. Puis d'histoire humaine. Là-dedans, on découvre quelqu'un au-delà du gars avec les élastiques d'en face, puis qui avait l'air un peu dégueu à la télé parfois. Au-delà de ses histoires de beuverie à lui aussi. Donc, ça, c'est un livre que moi, j'ai beaucoup aimé. Il y a les 2 premiers livres de Chris Jericho qui demeurent, selon moi, dans les tops. Là, récemment, j'étais tout content parce que, justement, sur Kindle, il y avait des spéciaux là, quand arrivent les Black Friday et tout ça. J'ai acheté le premier, le Lion's Tale puis Undisputed. Là, j'ai payé 4$ pour les 2 en Kindle. Wow. C'est quoi Kindle, là, juste? Kindle, ben, c'est la lecture électronique. Là, c'est le livre en version électronique. Là, donc, j'y ai accès en tout temps. Ce qu'on entend parler aussi souvent, c'est Audible. Ça aussi? Oui, Audible, ça, c'est le livre en version audio. Là. Okay, on en a quelques. OK, quand tu dis électronique, c'est pas audio. C'est au lieu de l'avoir en papier, tu l'as comme. Ah oui, OK. D'une version spécifique là, qui load comme ça, là, puis tu peux mettre des signets dedans, etc. Là, l'application est gratuite sur mon téléphone. Donc, souvent, moi, je découvre des livres ou je vais chercher des livres que j'ai pas parce que, bon, temps spécial, 3$, c'est vraiment pas cher. Puis, mes livres à moi, je les ai tous en Kindle parce que c'est beaucoup plus facile de faire de la recherche quand j'ai besoin de retrouver quelque chose qu'on a écrit. Je vais dedans, on fait research, 2 ou 3 mots-clés, puis je retrouve exactement ce que j'ai de besoin sur le champ. Donc, pour moi, c'est vraiment pratique. Puis, au niveau financier, souvent, ben, justement, là, quand il arrive des choses comme les Black Friday ou les Boxing Day, il y a des spéciaux, puis tu trouves des très, très bons livres à 1,99$ plus taxes. C'est le même prix que si on fait la chasse dans les boutiques de livres usagés pour trouver... moi, ma boutique de livres usagés, elle met de côté les livres de lutte quand ils arrivent, parce qu'elle check avec moi si je l'ai ou pas en premier. Donc, moi, la première chose que je fais quand j'arrive dans une nouvelle boutique de livres usagés, c'est de fouiner, voir qu'est-ce qu'ils ont dans la section de sport. On ne sait jamais. J'ai déjà trouvé une biographie de Johnny Rougeau signée à 7$ dans une chose de livres usagés, comme ça. Donc, c'est toujours le plaisir de la chasse qui est toujours super important. Je ne veux pas que tu en choisisses un autre, là, parce que je veux que tu me parles de Accepted, qui était ton gros projet de livre dans les dernières années, qui était, je pense, ton premier solo. Que tu as fait avec notre ami Pat Patterson sur sa vie. C'est une suggestion cadeau, écoute, qui est vraiment incroyable. Parle-nous un peu de ce livre-là qui est toujours évidemment disponible. Ce qui est fascinant de ce livre-là, c'est que ce livre-là a sa propre histoire. Pour moi, en tant que personne, j'ai vécu plein de choses durant la création puis la mise en place de ce projet-là. Que ce soit des voyages, mon divorce, ou tout simplement aller manger au restaurant avec lui. Et de découvrir une personne finalement libre, donc qui m'a livré. Moi, quand j'écris un livre ou quand je lis un livre, je veux toujours. Il y a plein d'âges. J'ai 1001 questions que je veux connaître sur ce personnage-là. Donc, quand j'écris un livre, mon but est toujours de dire il faut que je réponde à toutes mes questions. Parce que c'est ça que le lecteur va vouloir savoir. Puis, avec Pat, tu sais, que j'ai vu, ce livre-là aurait pu être 2 fois plus épais, ce livre-là aurait pu avoir bien plus d'informations. Je peux vous dire que j'ai retourné toutes les pierres, j'ai posé toutes les questions, puis ce qui est dans le livre, c'est tout ce que Pat se souvenait ou trouvait intéressant.
Il n'y a pas grand-chose qui a été coupé, il n'y a pas grand-chose que Pat ne voulait pas parler. Souvent, c'était plus. Ouais, OK, je me souviens vaguement que j'ai fait un angle à San Francisco, qu'il y avait eu beaucoup de chaleur avec Mr. Fuji. Puis en tout cas, la commission s'en est mêlée. Il y a eu des témoignages en cours. C'était une grosse affaire, des amendes qui ont été. C'est une histoire qui est fascinante quand tu lis cette histoire-là. Mais Pat, là, se souvenait qu'il était arrivé de quoi. Mais ça s'arrêtait là. Que j'ai pas rien à raconter, moi, là, dans le livre après ça. Puis il faut toujours se mettre en perspective la personne, puis je l'ai vécu avec toi aussi. Ce qui est fascinant pour le lecteur ou pour la personne qui est amateur de lutte, pour toi, c'était une journée de travail, ou pour Pat, c'était une journée de travail parmi tant d'autres. Fait que c'est pas tout qui nous marque de la même façon. Donc, il y a des affaires, tout simplement, que ça passe tout droit, puis après ça, le temps fait son œuvre, puis on y repense plus. Puis bon, combien de choses en faisant soyez-y, mesdames, messieurs, t'es revenu en arrière en disant « Hey, je me souviens de telle affaire. » Fait qu'avec c'était souvent un peu la même chose. C'était très, très personnel pour lui parce que ça a été toujours une histoire. Ce qui faisait peur à la WWE, étrangement, c'était un gars de lutte. Parce qu'il avait donc peur que ce soit un livre de lutte. Ah oui. Mais en même temps, il n'y a pas de livre s'il n'y a pas de lutte. Ouais. Fait que, parce que c'était Pat fait son coming out, Pat raconte son histoire, comment c'était d'être gay dans cette époque-là, etc. Puis bon, d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été vers ce titre-là, que si on lit le livre, on l'a fait un peu comme Pat voulait. Pat, il voulait que ça soit chronologique. Il voulait que ce soit territoire par territoire, endroit par endroit qu'il a visité, puis qu'est-ce qui est arrivé à ces endroits-là. Fait que, tu sais, là-dessus, le livre suit le modèle de Pat, mais je veux dire, je passe pas mon. C'est sûr que, tu sais, quand on dit qu'il est le premier champion intercontinental, tu peux pas passer à côté. Mais on raconte pas chacun des championnats qu'il a gagné. Parce que, je veux dire, juste à San Francisco, je veux dire, même si j'aurais montré à Alice, il aurait ri de moi. Là, parce que pour lui, ça n'avait pas vraiment d'impact dans sa vie. Quand il a gagné 8 ou 14, puis même si c'était peut-être la ceinture, où il dit lui-même dans le livre que s'il y aurait un morceau de son histoire de lutte qu'il voudrait avoir, c'est la ceinture de San Francisco. Parce qu'elle avait vraiment une signification bien au-delà de la ceinture, du championnat, du nombre de fois qu'il a gagné. C'était comme toute une période de sa vie, là, dans un objet. Fait que ça a été vraiment fascinant tu sais, en anglais, ils disent s'asseoir au learning tree, là, c'était vraiment ça, tu es assis, je veux dire, à un des plus grands génies de lutte de toute l'histoire, puis qui te raconte tout ça, c'était vraiment fascinant. Puis, ça n'a jamais été mon intention d'en faire un livre de lutte parce que moi-même, avoir lu un livre sur Pat Patterson, je veux dire, il n'y a pas grand intérêt à ce qu'il nous disent les 14 fois qu'il a gagné le championnat à San Francisco. Là, je veux dire, mais pourquoi tu dis que c'est pas un livre de lutte? Pour moi, Accepted, c'est un livre de lutte. Je vais le mettre dans ma collection de livres de lutte. Oui, non, mais c'est parce que pour eux autres, un livre de lutte, c'est un livre où il dit OK, le 22 septembre, il a gagné tel championnat à telle ville, à telle Comme place. Comme celui que j'ai lu sur le géant ferré qui m'a, excuse l'expression, là, mais qui m'a tapé ses nerfs, pas à peu près. Pas le vôtre, là, mais. Non, là, l'original de la WWE est affreux. Là. C'était vraiment, on sort un livre sur le géant, puis comment on fait pour le remplir? C'est-à-dire, on va décrire tout ce qu'il a fait à la WWE, ligne par ligne, match par match, entrevue par entrevue. Ça nous en a fait. C'est un livre de lutte pour toi, là. Hein? Un excellent. C'était un ouvrage de référence, là, mais c'est plate à lire, c'est épouvantable. Donc, c'est un peu ça qu'il voulait éviter. Puis le misconception, si on veut, à Kevin Dunn et compagnie, c'est que tu vas arriver et tu vas juste parler de lutte. Mais je veux dire, il n'y a rien d'intéressant. C'est comme pour ton histoire à toi, dans Soyez-y, mesdames, messieurs. Si on avait juste parlé de lutte, ça aurait été plate un peu. On parle de beaucoup plus que ça, que ce soit de ton enfance. Je veux dire, combien de choses j'ai découvert dans Accepted, je veux dire, tu sais, le nombre de personnes qui vivent dans l'appartement avec Pat qui vit littéralement, il vit dans le garde-robe. Le soir, il couche là son lit dans le garde-robe, je veux dire. Ça s'écrit pas, c'est ça, là, mais il pose la question, il raconte pas ça à tout le monde à tous les jours. Fait que c'est ça qui est fascinant, c'est cette histoire-là. Comme pour toi, ben, c'est fascinant, la perte de ton père. C'est des choses que moi, je savais pas.
ton combat avec le poids, les extrêmes que ça t'a amené à aller. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui vient rehausser tout le reste. T'sais. C'est qui Marc Blondin, puis comment c'est ça qui est arrivé là, avant de se faire une souplesse dans le ring par Frenchy Martin. Comment il a fait pour arriver jusque-là? Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis as-tu trouvé ça drôle de se faire une souplesse par Frenchy Martin? C'est plus ça que... Oui, OK, oui, il était à Bercy pour le gros show en France, puis il était l'annonceur maison, mais c'était tout ce qui arrive autour de ça. Je n'ai pas besoin d'écrire les résultats des 8 matchs. Ben non, c'est ça, je comprends. Fait que c'est un peu là, et c'est là que l'émotion est importante. Puis autant un livre comme Death of the Territory est important en termes de référence, puis c'est pas un livre pour monsieur, madame, tout le monde, selon moi. C'est un livre pour vraiment des gens fascinés, puis qui étudient la lutte, puis son histoire, puis comment les choses se sont produites, plus que d'aller chercher l'émotion derrière une personne. C'est ce qui est fascinant d'une biographie simple, selon moi, c'est d'aller chercher plus loin, d'aller chercher le cœur en arrière de ça. Là. Et c'est la personne qui est toujours la chose la plus intéressante dans un livre de lutte. Ça peut être sur plein de volets. Là, ça peut être comment discipliné on est, puis comment focus on est sur notre objectif. Mais c'est la mésaventure dans l'autobus qui est drôle, pas nécessairement le jour où tu as gagné le championnat pour la 22e fois. Là, Bertrand, je suis obligé de te couper. Je vois le temps passer. Puis quand on met un flash comme quoi, il faut que je paye un upgrade parce qu'on est rendu au temps où il faut fermer l'entrevue. Écoute, je te remercie beaucoup. On voit comment tu es passionné. Les livres, comment c'est important pour toi. Puis on a eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble sur ma biographie. Soyez-y, mesdames, messieurs. Alors, gênez-vous pas. Que ça vous prenne 6 mois à lire un livre, que ça vous prenne 24 heures. Vous l'avez, il est là, c'est à vous autres. En plus de n'avoir souvent une copie dédicacée, c'est le fun. Puis les auteurs, ça leur fait toujours plaisir. Alors, quand c'est disponible, allez-y, je pense, Bert. Oui, non, c'est clair. Moi, je trouve ça beau, un livre. Je trouve ça beau de le voir, même si on n'a pas le temps de le lire dans ta bibliothèque. Donc, c'est quelque chose de toujours fascinant. Puis, je pense que les gens devraient découvrir, soyez-y, mesdames, messieurs. On découvre justement qui est Marc Blondin. Là. C'est qui le comique qui fait des blagues parfois douteuses à la télé depuis des années ou dans le podcast. Et c'est pas le nombre de fédérations qui a travaillé qui est le plus intéressant, c'est qui Marc Blondin, qu'est-ce qu'il a vécu qui l'a conduit à aujourd'hui faire ce qu'il fait dans la vie. Merci beaucoup, Bertrand Hébert, et au plaisir de te reparler sous peu sur le Soyez-y, mesdames, messieurs. Ça se lit tout seul. Joe Deroy. Relaxant et amusant. Marc Vadeboncoeur. Intéressant et très touchant. Éric Mailloux. J'ai découvert plusieurs choses que je ne connaissais pas sur toi et de savoureuses anecdotes de lutte. Claude Philibert. Ce sont des lecteurs qui ont savouré mon bouquin. Soyez-y, mesdames, messieurs, la grande histoire de ma petite vie. 24,95, commande ta copie maintenant pour la recevoir avant Noël. Ouais, 3 excellentes entrevues aujourd'hui, Marc. On a eu pas mal de temps avec les 2 auteurs ainsi qu'un grand fan de livres de lutte, Simon Lacroix. Et quand tu parles avec les gens, je le sais parce que c'est des discussions que je n'avais pas avant d'écrire mon propre livre. Ouais. La grande histoire de la petite vie. Soyez-y, mesdames, messieurs, de la petite vie, de ma petite vie. Il y a des gens qui disent... J'ai de la misère à lire un livre quand c'est trop épais. Il y en a qui prennent des mois à lire un livre. Et j'ai eu les commentaires pour le mien que ça se lit tout seul. Ça se lit bien, ça coule bien. Et ce qui est le fun, quand tu as dans les mains un livre, quand tu le reprends, puis tu replonges directement dans l'histoire, c'est facile. Fait que, tu sais, t'es pas obligé, tu peux lire à la vitesse que tu veux. Moi, je lis beaucoup. Pas juste la lutte, là. Je suis beaucoup, je te dirais, la fiction, policier, fiction, là. Ouais. J'aime beaucoup ça. J'ai plein de personnages que je suis depuis des années. Puis,
tu lis à la vitesse que tu lis. Oui. Fait que, mais, tu sais, autant pour les auditeurs ou des idées, puis je l'ai mentionné tantôt, ça se donne bien en cadeau, un livre. Ah, c'est sûr. Puis on est à moins d'un mois de Noël. Mais Marc, je t'écoutais parler, premièrement, chair de poule. Puis, deuxièmement, j'ai eu une idée. Tu sais, comme tu es dans les communications, toi, tu as souvent fait de la radio. Puis les podcasts, c'est vraiment populaire. Tu le sais avec Soyez-y, mesdames, messieurs. Une version audio de ton livre, est-ce que ça t'intéresse? Oui, je suis là-dessus. Là. Ce que j'aimerais, c'est, en lisant mon livre, je m'imaginais venir faire ici en studio, lire mon propre livre, lire ma propre histoire, mais d'être capable de rajouter des commentaires. OK. Tu sais, mettons que je suis avec toi, puis on est à quelque part, puis on lit le livre. Ouais. Tu me parles de quelque chose. J'ai du stock à rajouter que tu n'as pas dans le livre qui pourrait être vraiment intéressant. Ouais, oui, c'est un des projets. Et j'ai quelques auditeurs, des non-voyants, qui m'ont écrit puis qui aimeraient ça, entendre mon histoire, comme de raison, ne peuvent pas lire. Alors, c'est un autre projet. Un autre projet! Donc, est-ce que Pierre était au courant que tu vas venir en studio? Non, il n'est pas au courant, c'est ça. Maintenant, Pierre... Dis-y pas. Pierre? OK, on va pas y dire. Donc, c'est super intéressant. J'ai surtout aimé l'aspect... j'ai tout le temps aimé entendre parler Pat Laprade, Bertrand Hébert, ces deux auteurs reconnus qu'on reçoit souvent ici au CIM. Mais Simon Lacroix... Sa première visite, celui qu'on appelle Stone Cold Simon Lacroix. je savais pas. Ah, tu savais pas? Non. Ah, OK, c'est parce qu'il y a une machine pour l'apnée du sommeil, comme Stone Cold Steve Austin. OK, je t'ai pas dit, j'espère que vous me direz pas qu'il a le même physique que Stone Cold. Donc, Stone Cold Steve Austin, Simon Lacroix, Ginette Renault, tout pareil. Mais vraiment, c'est très intéressant d'entendre Simon Lacroix, un passionné de lutte. D'ailleurs, les événements spécial lutte de Total Crap, ça fait partie des meilleurs événements de lutte qui ont été présentés dans les dernières 10 années au Québec. On pourra en parler à un moment donné de Total Crap. Ce serait le fun de faire une émission là-dessus. Oh, exemple, qu'est-ce qui se passe comme pas nécessairement l'humour, mais qu'est-ce qui fait rire les fans de lutte dans un spectacle? Exactement. Fait qu'écoute, on a déjà 89 épisodes de fait. La semaine prochaine, Handsome JF qui revient faire un tour. Dans les prochains épisodes, on va en avoir un sur Frenchie Martin. Oui. Les meilleurs gimmicks. Et toi, ça fait longtemps que je t'en parle, l'important des fans de lutte lors d'un show. Oui. Puis il est arrivé plein des situations où on est obligé de repousser, mais je compte sur toi pour cet épisode-là parce que tu es le type dans une soirée de lutte live qui fait réagir le monde et les lutteurs. Oh, mais c'est facile. Il s'agit de savoir exactement à quel moment précisément mais là, faire quelque chose. T'en parleras lors de cet épisode-là. Oui. Mais mine de rien, on se dirige vers le 100e épisode. C'est incroyable. Ah, ça, c'est incroyable. Ça va être pour je pense, c'est le 13 février. Ooh. Donc, la veille de la Saint-Valentin. Ça va être incroyable. On va être rendu à 100. Wow! Wow! Puis j'ai hâte, surtout les... Écoute, on va avoir le droit... Pas de shooter. Pas de shooter? Non. les shooters de Serge? Non. Écoute, j'ai hâte, j'ai hâte au cadeau, premièrement. Oui. Ça va avoir nos petits côtes de printemps du sim. Là, ça va être agréable. J'ai surtout hâte au fait que ça va être le printemps et que le lendemain, évidemment, c'est la Saint-Valentin parce qu'il paraît que ça tombe le 14 février cette année. Oui, Donc, encore. Écoute, comme Noël qui tombe le 25 novembre. OK, let's go. All rap. Mais regarde, écoute, j'allais faire un lien, Marc. Ah, vas-y. OK, je vais répéter. Comme la Saint-Valentin tombe le 14 février cette année, comme Noël tombe le 25 décembre cette année, je pense que ton livre, c'est un beau cadeau de Noël. Et boboy! C'est ça C'est un ton beau lien? lien, hein? Hey, moi, Hey, t'es-tu content? T'es pas le pogo le plus dégelé de la boîte. Hey, Marc, c'est encore une fois merveilleux d'être dans les studios du CIM, c'est-à-dire... Studio PG International. Oui, par contre, comme Pierre m'a dit, regarde pas le ménage aujourd'hui. Non. Ben, OK, on l'a pas regardé. Pour les petits comme pour les gros ménages, ça prend du spick and span. C'est correct. Mais, c'est pas Tu grave. souviens-tu quelle couleur qui était le plancher? Avant, non.
C'est ça qui est bizarre, là, mais là, il est rendu brun sale. Là. Oh, ça donne qu'il me faudra d'autres spick and span pour la salle à manger, Mme Saint-Onge. Mais une grosse boîte, trompez-vous pas. Mais avant, je pense qu'il était blanc. Mais pour vrai, là, c'est comme... OK, c'est un sous-sol de rocker, comme on dit. Eh oui, c'est ça. Alors, Marc, encore un plaisir d'avoir été dans ce garage crasseux avec toi. Pierre, as-tu un chien? Oui. Ah, oui. OK, parce qu'il y a de la gazette partout. Ah oui, c'est... J'espérais que c'était pas lui. Ça sent la litière à chat, mais non, c'est à cause de son chien. Hey, soyez-y, mesdames, messieurs!